de vous retrouver, chers téléspectateurs de Web Info TV, à pareils instants pour les actualités chaudes présentées à Web Info TV chaque vendredi à pareils instants. La fois passée, nous avons parlé des sorties médiatiques. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer un sujet intéressant du dialogue politique inclusif sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Nos invités sont déjà prêts. Nous disons bienvenue, bienvenue Gaëtan Kombi. Merci beaucoup et surtout, merci également pour cette opportunité que vous m'accordez encore une fois de plus pour venir débattre politique avec vous et également Jenny Touad. Jenny, bienvenue. Merci Aurélie. Ok, nous sommes déjà prêts, chers auditoires. Apprêtez-vous, veuillez nous écrire, veuillez commenter et partager parce que c'est une émission participative. Tout le monde va donner son apport, sa contribution. S'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser sans hésiter. Il y aura des analyses, il y a un débat. En tout cas, veuillez participer. Alors, nous allons parler du dialogue politique inclusif autour de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, là, nous allons voir le différent processus qu'a entamé le président João Lourenço, le président angolais en charge de l'Union africaine, qui a commencé et qui a entamé les consultations. Il y a avec Kabila, il y a avec, avant Kabila d'ailleurs, c'était Félix Antoine Tshisekedi, et puis Kabila, après, il y a eu avec la Senko et les CC. Avant de dépêcher, bien sûr, son ministre des Affaires extérieures, Tete Antonio, qui est arrivé d'ailleurs à Kinshasa ce 15 janvier 2026. Alors, chers invités, pensez-vous qu'aujourd'hui ou actuellement, on peut parler des accords historiques? Oui, ça serait des accords historiques, mais pas les plus grands accords que la RDC a connus. Alors, encore qu'on n'en est pas encore là, puisqu'on en est encore au stade préparatif, on est encore en train d'aplanir le processus. Donc, à l'heure actuelle, c'est très difficile de dire que ce sont des accords historiques, puisqu'on n'en est pas encore là. Alors oui, ça serait des accords historiques, comme vous venez de poser la question, puisque ça ferait partie de ces accords-là qui sortiraient la RDC ou qui ont sorti la RDC d'une des plus grandes crises, puisque là, on est en train de parler vraiment d'un pays qui est fissuré, un pays qui voit certains pans de son territoire être dans les mains de groupes rebelles. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de ne parler que de M23, mais il y a aussi la CRP qui contrôle une bonne partie de l'Ituri. Il y a de groupes armés un peu éparpillés partout au pays. Donc, si il arrivait que ces accords-là aient lieu, moi, je pense que ça peut être l'un des accords, disons, le plus emblématique en RDC, bien évidemment, en faisant allusion aux accords de Sun City, qui avaient quasiment réunifié un pays qui était divisé. Mais comme on n'en est pas encore là, moi, je ne vois pas en quoi on peut déjà parler des accords historiques. Bien sûr, on est en train de parler de 1,23 tous les jours parce que c'est le 1,23 qui prend une grande partie à l'Est et les autres là, en tout cas, ça ne se fait pas très trop. Et c'est ça le véritable problème, parce que nous tous, aujourd'hui, en République démocratique, heureusement que Wabinfo essaie un peu voilà, de revenir sur tous les conflits en RDC globalement, mais on sent que l'opinion pose plus son curseur sur les M23, rien que sur les M23. Aujourd'hui, on a perdu la trace. C'est là que moi, je vais interpeller les médias. On a perdu la trace de ce qui se passe à Beni, par exemple. Pourtant, ce qui se passe à Beni, c'est plus sanguinolent que ce qui se passe au Kivu, disons, à Goma, à Bukavu, à Uvira. Mais on a l'impression que l'opinion réserve une part importante au M23 et on sait la raison, bien évidemment, c'est du fait que pour Kinshasa, le M23 soit des mèches avec le Rwanda. Et aujourd'hui, dire Rwanda en RDC, on sent qu'il y a vraiment des susceptibilités qui sont dérangées. On sent que vraiment, on touche là où il ne faut pas toucher. Voilà pourquoi on a l'impression d'épargner d'autres groupes rebelles qui pourtant endettent les pays au jour le jour. Ok, pensez-vous de cette même question, Jenny, au sujet des accords? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des accords historiques? Parce qu'à ce que je sache, il n'y a jamais eu, en tout cas, des accords aussi concentrés ou multipliés
en RDC actuellement? Bon, là, je peux renvoyer une autre question. Euh, alors, jusqu'à quand on parlera toujours des accords historiques? Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous voyez tout ce processus de paix, depuis l'avènement, ou disons, oui, l'avènement du RCD vers la fin des années 90, on a toujours parlé justement des accords historiques, que ce soit avec Sun City, que ce soit avec même les accords, oui, je me rappelle très bien les accords au niveau des Goma. Hein. Oui, il y a eu d'abord des accords entre la RDC et le Rwanda, parce que les gens pensent que ce qu'on a vu à Washington, c'est pour la première fois que les deux pays, justement, se retrouvent pour conclure des accords. C'est pas la première fois ni la deuxième fois. Donc, c'est la énième fois que les deux pays se rencontrent. Cette fois-ci, peut-être la différence est parce que c'est aux États-Unis, sous la médiation américaine, peut-être. Mais les accords historiques, on en a toujours eu dans ces pays. J'ai dit ça par rapport à ce qu'on nous fait toujours gober. Chaque fois quand il y a des accords qui sont signés, on les appelle d'historiques. Les accords avec l'M23 à Kampala, on les a aussi appelés des accords historiques. Pas plus tard que récemment, rappelez-vous, avec les accords même de Washington, on les a appelés aussi historiques, entérinés par Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différences entre ce qu'on a vu à, à Washington et ce qu'on peut voir si c'est à Luanda, si c'est à Lomé, parce que jusque-là, on ne sait même pas les liens exacts de la tenue de ces soi-disant dialogues. Parce que moi, je ne sais pas si maintenant, il faut l'appeler ainsi, parce qu'on ne connaît même pas les castings, on ne connaît même pas c'est quoi quels sont les objectifs aussi poursuivis, c'est à quoi on peut s'attendre dans un avenir plus proche. Donc, je reste toujours sur ma soif, mais appeler ces accords historiques, on peut ou ne pas les appeler ainsi parce qu'on a déjà eu des accords historiques par rapport à ce que les différentes tendances nous ont fait croire dans ces pays. Alors, laissez-moi rester justement dans les flous comme ça. Je ne sais pas s'ils sont historiques. Je ne sais pas si ils seront aussi exceptionnels. Donc, je ne sais même pas quel terme je peux employer pour qualifier ces accords. Donc, c'est ça la réponse que je peux apporter à votre question. Peut-être Jenny, ce qui dit quelque chose d'important. Les accords seraient plus historiques que les accords qu'on a connus parce que la RDC, c'est le théâtre de tous les accords du monde. Et c'est la preuve d'ailleurs que nos politiques n'ont pas suffisamment de maturité parce que s'il arrive qu'on en soit, pardon, à autant d'accords, ça veut dire qu'on ne s'accorde pas sur plusieurs choses. Et lorsque il arrive qu'on fasse semblant de s'accorder à travers des accords, quelques jours après ou quelques mois après, on les casse une fois de plus du fait de la mauvaise volonté. Donc, s'il m'était permis, par exemple, de classer les accords historiques en RDC, je parlerai de Sun City, par exemple, puisque c'est un pays qui a été cassé en quatre et qui a été réunifié de la par les différentes parties belligérantes, avec bien évidemment beaucoup de bonne foi. Sun City, ça a marché. Donc après, une fois de plus, les pays s'est fait éclater. Après, il y a aussi des accords de la Saint-Sylvestre, on en parle très peu, mais c'est quand même, les accords de la Saint-Sylvestre nous ont sorti quand même de 3 ans ou 4 ans de crise, d'après la fin du mandat de Kabila, c'était en 2015-2018, je pense. 2016. 2016, voilà, 2016 et 2018. Donc, je trouve que les deux là sont historiques, mais celui-ci, je ne sais pas si je le qualifierais d'historique parce que c'est de la bis repetita. Ça s'est fait. On a été avec le Rwanda à Kampala, avec le M23. Il y a eu même des accords, je crois, lors de la conférence des Goma, il y en a eu. Donc, c'est quelque chose d'assez typique à la politique congolaise. Alors, chers abonnés, veuillez nous écrire, veuillez en tout cas participer massivement. C'est une émission participative, tout le monde peut contribuer, donner son avis. Alors, si on revenait alors sur les dialogues qui est inclusif, on est en train d'entamer avec le processus de consultation. Je me demande, est-ce que les accords de Washington et de Doha auraient échoué? Qu'en pensez-vous, Jimmy? Alors, dire que les accords et de Washington auraient échoué, ça dépend aussi de la compréhension ou même de l'appréhension même de la situation de part et d'autre, parce que quelqu'un comme Donald Trump, le président des États-Unis, lui, il sait que la paix est déjà
rétabli dans la partie est de la République démocratique du Il le Congo. sait, mais ce n'est pas ce qui se trouve sur le terrain. On est Bon, pas sur le terrain, c'est ce n'est pas lui, ça. Il a dit, il nous donne la paix, oui, bien sûr, ouais. mais la paix, il n'y a rien qui se fait sur Alors, le c'est lui terrain. le médiateur. Malheureusement, pour nous, comptons beaucoup plus sur quelqu'un qui a une autre version de la situation. Une version justement contraire à celle même des autorités congolaises, même des populations. C'est ça aussi les bémols. Alors, Trump lui vous dit que, bon, la paix est de retour, pendant que ça crépit toujours. Je crois on va même revenir sur la situation parce que Oui, aujourd'hui, avec ce qui se passe, la situation, en effet, que c'est c'est détérioré sur terrain avec souvent des bombardements, souvent des entités qui tombent oui, entre les mains, soit de l'AFCM 23, donc l'activisme de l'AFCM 23 est toujours là, et même d'autres groupes qui soutiennent bien sûr les forces armées de la RDC. Là, je vois les Wazalendo, je vois d'autres forces étrangères, les Burundais qui interviennent, qui agissent aux côtés des forces congolaises. Alors, si vous mettez tout ça dans un ensemble, vous allez constater qu'on n'avance pas. Bon, si on peut parler des avancées, c'est sur les plans aussi de la gravité aussi de la situation. Peut-être sur ces points, on est en train d'avancer. On est en train de voir une évolution aussi négative peut-être de la situation. Pourquoi? Parce qu'à Doha, silence radio. Je ne sais pas, je ne sais plus même ce qui se passe à Doha. À un certain moment, je me demandais, est-ce que donc l'engagement du Qatar dans ces processus, est-ce qu'il est toujours le même? Ou soit le Qatar ne se voit plus considéré par, je dis bien Kinshasa, parce que souvent Kinshasa ne parle même plus de ces histoires-là. Je vois Mouyaya, lui qui est le porte-parole du gouvernement, sillonner les plateaux de télévision, sillonner les conférences universitaires, avec un petit exemplaire. Lui-même connaît le contenu de ces petits exemplaires parce qu'il n'a jamais montré même ou pour expliquer le contenu de ces petits trucs avec lesquels il se promène. Alors déjà, ça montre combien de fois on n'est même pas sérieux dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est focalisé sur Doha. On a signé une déclaration de principes. C'était au mois de, je crois, au mois de juillet. On a signé un accord cadre. Il y a 8 chapitres sur lesquels nous devons nous focaliser pour parvenir à un accord global de paix. Mais jusque-là, on ne voit plus d'autres rounds. Récemment, c'est la délégation de l'FCM 23 qui attendait aussi celle de Kinshasa à Doha pour poursuivre avec les processus. Mais ben, Kinshasa a brillé par son absence. Ça veut dire que Kinshasa ne pense plus aux histoires des Doha. Bon, c'est vrai, moi je l'ai dit tous les jours, il ne faut pas minimiser aussi tout ce qui s'est dit. Quand ce sont des officiels qui tiennent des propos sur la place publique, il faut prendre ça avec beaucoup de considération. Les propos du ministre des Affaires étrangères du Burundi, je crois il y a de cela 3 semaines, disant que le Qatar est un soutien aussi détail pour les Rwandais. Voilà pourquoi les Burundis considéraient déjà le Qatar comme une partie, comme ayant déjà une position dans ces conflits. Et ben, tout d'un coup, c'est Evariste Ndayishimiye qui avait recadré donc, qui avait demandé les excuses, qui avait présenté ses excuses au niveau auprès du Qatar pour dire non, voilà, on considère toujours le Qatar. Alors, on ne faut pas minimiser ces propos. C'est la même compréhension que Kinshasa peut avoir aussi vis-à-vis du Qatar. Voilà pourquoi on quitte le Qatar sans pour autant avoir des suites favorables. On se contente juste avec un accord cadre qui reste est toujours sur papier. Et là, on va où? À Luanda pour chercher encore d'autres processus. C'est un processus de trop, ça je l'ai dit. Bien qu'on ne connaisse même pas tout ce qui s'est fait, mais en tout cas, c'est un processus de trop. Selon moi, parce qu'il y a d'autres processus sur lesquels on devrait se focaliser et terminer tout d'abord avec toutes ces initiatives au lieu d'en créer d'autres. Est-ce que pouvons-nous croire ou espérer à un retour de paix durable à l'est de la RDC grâce à ces dialogues actuellement? Il y a pas de signaux, malheureusement. Ça, je dois le dire. Je ne vois pas aussi des gestes sincères, des gestes aussi de bonne foi de part et d'autre pour dire, voilà, avec
Avec cet Mais acteur. il y a déjà un geste, oui, il y a le ministre des Affaires étrangères de l'Angola qui a été dépêché à Kinshasa, on ne sait pas encore Tout jusqu'à là. ça, tout ça, c'est protocolaire. Il peut se déplacer 1001 fois. Et s'il ne trouve pas l'avis ou l'accord favorable des parties consultées, mais bon, ça va s'arrêter à ça. On ne peut plus évoluer. Donc, dans l'ensemble, ça arrête toujours ces mêmes processus. Jusque-là, c'est sur la voie, sur les points protocolaires que ça s'est fait. Mais, ok, voyons voir ce que ça va donner. Donc, je ne suis pas ici pessimiste, mais jusque-là, je ne vois pas des assurances sur lesquelles on peut justement espérer et croire à une suite favorable. Parce qu'il y a là où on devrait se focaliser. Est-ce que pour organiser un dialogue, il faut toujours recourir à Joao Lorenzo? Pourquoi nous-mêmes, Congolais? Parce que c'est ça aussi, les questions internes. Est-ce que pour aborder des questions internes sur la crise politique en RDC, est-ce qu'il faut aller voir Joao Lorenzo? Joao Lorenzo, j'y rappelle, ici était médiateur dans cette crise avec les Rwandais et la République démocratique du Congo. Au mois d'avril, lui-même, il s'était retiré de ces processus pour dire non, voilà, il avait donc déposé l'éponge, comme on le dit souvent, quittant même ces processus. Alors nous-mêmes, nous revenons encore au même Joao Lorenzo. Pour quel résultat? Alors, Je ne suis pas en train de minimiser justement son côté diplomatique, mais dans cette crise, Joao Lorenzo a déjà montré ses limites. Si nous sommes allés à Doha, si nous sommes allés à Washington, c'est parce qu'au niveau africain, il y a eu des échecs qu'on a constatés. Alors, quitter Washington et revenir encore à Luanda, je ne sais pas qu'est-ce que nous cherchons, ou soit nous voulons toujours faire des mouvements, comment dire, des tournées diplomatiques sans pour autant s'attendre à des résultats favorables. En tout cas, là, moi, je ne vois pas quelque chose aussi qui peut nous rassurer ou qui peut faire à ce que nous puissions croire à un retour de la paix d'une manière, que ce soit dans un court ou dans un court terme ou à long terme, bah, je ne sais pas tout. En tout cas, je ne crois pas trop à ce qui se fait aujourd'hui avec donc, les dialogues, tout ça. Sous ce format-là, avec Luanda, en tout cas, je ne vois pas grand-chose. ok, dit l'opposition Gaïta, est-ce que vous avez une information là-dessus par rapport à tous ces dialogues, ces accords? Déjà, pour répondre à cette question, il faut partir de la question de savoir d'où nous venons. Parce qu'on on se rend compte que finalement, nous sommes tellement dispersés qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est. On est à Luanda, actuellement, sur l'initiative du président Tshisekedi, parce qu'il avait dit que c'était lui-même, lui seul, qui avait le pouvoir de, voilà, de convoquer un dialogue. Mais c'est bien qu'il a dit que ce n'est pas lui qui a fait Mais, non, mais il avait dit que lui seul était, c'est lui seul qui avait le pouvoir de convoquer un quelconque dialogue entre Congolais lorsqu'il avait débouté complètement l'initiative des évêques. Après, il est parti faire de courbettes au président angolais pour qu'il vienne, n'est-ce pas, assurer les bons offices pour ces dialogues. Donc, d'où nous venons? Parce que finalement, tout devient flou au point qu'on ne sait pas d'où proviendra la fumée blanche. On était dans un premier temps, on était à Nairobi. Comme Nairobi n'arrangeait pas du tout Félix Tshisekedi, du fait des préalables même de Nairobi incluait, n'est-ce pas, une disposition qui voulait que toutes forces négatives, hormis les M23, soient neutralisées. Donc là, Kinshasa s'était rendu compte qu'il était tombé dans son propre piège du fait que Kinshasa utilisait les Wazalendo, qui étaient les groupes négatifs. Donc, Nairobi, on a claqué la porte de Nairobi, on est allé à Luanda. Après, on est allé à Luanda. Je ne sais pas si Tshisekedi, qu'est-ce qui lui était passé en tête. Du coup, on s'était retrouvé à Doha, puis à Washington. Et aujourd'hui, aucun de ces processus-là n'est allé au bout. À part peut-être les accords, les fameux accords de Washington, qui, du reste, jusqu'à maintenant, ne sont pas encore matérialisés. On ne sent pas les répercussions de ces accords signés entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et maintenant, aujourd'hui, on peut se poser la question, à qui profite les statu quo? À qui profite la situation actuelle? Si ce n'est qu'à Tshisekedi, parce que justement, il est en train de gagner en temps. 2028 arrive d'ici là, et peut-être qu'il peut s'en servir
il continue à jouer avec aux manœuvres dilatoires. On finit 2026 sans un accord. On tend vers 2027 et ce n'est que mi-2027 qu'il dit, bon, ok, je suis d'accord avec vos différents préalables et donc allons au dialogue. Ça aura quoi comme conséquence? Il y aura une transition après 2028. Il gagnera peut-être 3 ou 4 ans encore au pouvoir avec peut-être la perspective de changer la constitution et de redevenir éligible. Santé, donc la principale question, moi je pense qu'on devrait se poser, c'est à qui profite cette situation? À qui profite cette situation et pourquoi dans son initiative, parce que c'est son initiative, ses affidés peuvent bien refuser en disant que ce n'est pas l'initiative de Tshisekedi, ce sont les opposants qui sont partis chercher Lorenzo, mais c'est bien lui qui l'a convoqué. C'est lui qui a multiplié des allers-retours à Luanda pour rencontrer Lorenzo. Et c'est lui d'ailleurs qui a fixé les préalables, parmi lesquels les lieux de dialogue. Il a dit Kinshasa, sachant exactement que aucun de ses opposants farouches ne peut accepter que les dialogues se tiennent à Kinshasa. Personne ne s'y sent en sécurité. Vous entendez tous les jours que Kabila, sa résidence a été vandalisée, les proches de Katumbi ont été agressés. Donc, personne, aucun opposant farouche à Tshisekedi ne se sent en sécurité à Kinshasa. Et pourtant, c'est l'un des préalables de Tshisekedi pour ces dialogues-là. Il a imposé Lorenzo pendant que tous ses opposants farouches soutenaient les évêques. Donc, vous vous rendez compte que c'est une manœuvre dilatoire, à mon avis. C'est une manœuvre dilatoire pour gagner en temps et espérer, qui sait, ça peut arriver, espérer une bonne transition de 3 ans, un changement de constitution dans la foulée et une rééligibilité. Ah, merci beaucoup. Et si on parlait de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, là, je suis en train de voir les affrontements. Je voulais un tout petit peu apporter Ouais. une réponse. Parce que je vois l'inquiétude soulevée par Gaëtan en parlant. Ouais, justement, à qui profite la situation? Bon, nous savons tous que. Ouais, parce que non, moi, je l'ai toujours dit, nous sommes allés aux élections en 2023 pendant que l'AFC M23 occupait une bonne partie des Rutshuru, une bonne partie des Massissi. Vous savez bien, à Rutshuru, à Massissi, les gens n'ont pas voté. Les gens n'ont pas voté à Massissi et à Rutshuru, mais nous sommes allés aux élections. Peut-être que maintenant, si vous me dites que Rutshuru, Goma, Bukavu, ces deux entités sont plus importantes que Rutshuru, que Massissi. À moins que vous puissiez me le dire maintenant là, et là, je vais dire, OK, on peut donc passer 2028 sans qu'il y ait les élections. Mais pourquoi nous sommes allés aux élections en 2028, en 2023, pendant que ces entités étaient occupées? C'est parce que Tshisekedi, ou disons le président Félix Tshisekedi, pour ne pas créer de confusion, savait que, voilà, il a un mandat, il peut briguer un autre mandat, son second et dernier mandat. Ouais. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais si nous étions dans la même situation dans laquelle il se retrouve fait mandat, il n'allait même pas organiser les élections en 2023. Il a fait parce qu'il savait que, voilà, je suis encore éligible. Alors, en 2028, pourquoi on sent déjà, où on est en train de constater, justement, la volonté de vouloir glisser? C'est parce qu'on sait tous qu'il est fait mandat, il ne peut plus postuler, alors il a besoin aussi d'un temps supplémentaire pour rester encore au pouvoir. Donc, sur ces points, oui, ça profite à Tshisekedi. Mais là où je voulais un tout petit peu apporter une réponse, c'est quand, oui, on voit tout ce qui s'est fait à Luanda. Bah, maintenant, aujourd'hui, c'est Lomé, il faut aussi le dire. Oui, oui. Ouais, Lomé aussi. En tout cas, lorsqu'il est sorti de l'Angola, il est... Est-ce qu'on arrive quand même à... Je ne sais pas. On quitte... Jusque-là, nous sommes dans le processus des Doha. Nous venons de finir sur les plans... donc, je peux dire... avec tout ce qui va avec la pédagogie, tout ça avec Washington. Maintenant, il faut passer... donc, on a fini la phase théorique avec Washington. Il faut passer directement maintenant à la mise en place de tout ce qu'on a pris comme engagement. Mais jusque-là, on n'y arrive pas. Au niveau de Luanda, on n'a pas encore terminé, mais tout d'un coup, on est à Lomé. Quels sont les acteurs qu'on appelle à Lomé? Nairobi. Quand je parle de Nairobi, qui était le facilitateur à l'époque? C'est Uhuru Kenyatta. Il va où c'est? À Nairobi. On prend les Catherine Samba-Panza parce qu'elle fait partie, bien sûr, de ces panels-là de facilitateurs. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Donc, c'est tout un lot, justement, d'anciens présidents, des figures aussi influentes sur le continent qu'on amène à Lomé.
D'accord, on est en train de voir un autre processus à Luanda. Voilà pourquoi moi j'ai dit que c'est un processus de trop. Donc des processus de trop, parce qu'au même moment, nous lançons des processus. Au même moment. Donc c'est dilatoire. Voilà. Alors, comme c'est dilatoire, heureusement, la Senko a répondu. Le vrai processus de répondre et qui, à mon avis, me semblait plus adapté à la crise congolaise, c'est le processus de Doha. Pourquoi? Parce que il mettait directement sur la même table les deux belligérants, Kinshasa et les M23. Alors, lorsque j'ai vu des gens célébrer les accords de Washington, les présentant comme des accords historiques, pendant que ces accords-là, comment dirais-je, ils n'étaient pas inclusifs du fait que ces accords-là ne concernaient en rien les M23, je me suis dit, mais dans quel monde nous vivons? Les M23 ne sont pas signataires des accords de Washington. En quoi ils se sentiront liés à ces accords-là? Donc moi, je n'ai pas du tout compris cette réaction. Je ne comprends pas pourquoi les accords de Doha n'arrangent pas du tout Félix Tshisekedi. Mais je sais, c'est dont je suis sûr, c'est que après qu'on ait tourné en rond pendant des années, on reviendra à Doha. Ça, c'est sûr. On reviendra à Doha pour maintenant dire, OK, on a voulu ce qu'on voulait, on a gagné du temps, on revient maintenant à Doha. Parce que même Luanda, ce n'est pas du tout... Et si on ne revient pas à Doha, on va finalement accepter les dialogues sous format SCC5. Alors, heureusement, c'est la réponse que je voulais apporter. Le SCC5 aurait, je dis bien aurait, aussi donné sa position à Joao Lourenço, comme quoi ils ne sont pas favorables à un dialogue sous ce format-là, comme Tshisekedi est en train de vouloir le faire. Et ils restent toujours aussi fidèles à leur initiative, Pacte social pour la paix. Et si c'est dans ce sens-là, ils sont partants, les évêques et les pasteurs de l'SCC. Donc c'est ce qu'ils ont essayé un peu, c'est ce qu'ils auraient plutôt dit donner comme position à Joao Lourenço. Et c'est ça la réponse. Donc le processus de Luanda est en train d'enregistrer des échecs. Parce que jusque-là, Kabila, lors de son entretien avec Joao Lourenço, lui aussi, il est revenu sur l'initiative des évêques de la 5 de l'SCC. Si vous allez demander à Katumbi, c'est la même chose. Donc l'opposition armée ou non armée, parce que l'opposition non armée, là on voit la FCM 23, reste aussi focalisée sur le processus de Doha. Ils essaient un peu de ramener Tshisekedi à Doha. L'opposition non armée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut amener Tshisekedi dans les formats SCC5. Donc Tshisekedi déjà se retrouve aussi, il ne sait plus quoi faire. Il est en train de faire le forcing. Voilà pourquoi, dans moins d'un mois, dans moins d'une semaine, il quitte Luanda pour aller aussi à Lomé. Ne soyez pas surpris qu'on voit aussi Lomé, on évite les mêmes acteurs. C'est possible. Donc on est dans un flou total. On n'arrive pas à comprendre tout ce qui s'est fait. Malheureusement, qui profite justement? La situation profite à qui? Au même Félix Tshisekedi. Parce que nous sommes au mois de janvier 2026. En principe, parce que j'ai essayé un peu de revoir les calendriers présentés par la CENCO, la CENI, pardon, normalement, on devrait déjà se préparer pour l'enrôlement. Mais 2027, c'est une année électorale. En 2026, déjà, on devrait passer au processus d'enrôlement. Parce que la CENI avait mis en place un chronogramme. Mais jusque-là, nous ne respectons même plus ces chronogrammes. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec les financements. Donc, le financement justement de ces processus par Kinshasa, personne n'y pense. Si vous demandez même aux états-majors des partis politiques, on n'y pense même pas. On devrait voir les politiciens sillonner les contrées pour essayer un peu de gagner des âmes. Mais ils ne le font pas parce qu'ils savent que il n'y aura pas d'élection en 2028. Même dans la rhétorique, tu sens que certains proches du président Tshisekedi disent que aussi longtemps que une partie de la RDC sera occupée, il n'y aura pas d'élection. Et après, il y a une autre question qui a été délibérément mise en veilleuse. On sait que ça va exploser à quelques mois des élections. C'est la fameuse identification de Congolais. Ouais. Non, mais c'est un projet, c'est un vaste projet qui peut s'étendre autour des années. Ouais. Et donc, ce projet-là a été délibérément laissé en veilleuse, abandonné, suspendu,
par les régimes en place pour être récupérés quelques mois avant les élections et pour qu'ils s'en servent de prétexte pour les reports des élections. Donc tout est déjà mis en place. Tel Félix Tshisekedi a la carte d'identité. Ouais, tout est déjà mis en place. Qui a la carte d'identité. Alors pourquoi les autres, on n'a pas justement amené ce processus à terme? Parce qu'on savait que ça nous servira à un temps précis. Peut-être ça va arriver. Donc, il y a beaucoup de stratagèmes qui feront à ce que Félix Tshisekedi reste au pouvoir. Alors, face à quel peuple aussi? Je ne vois pas un peuple congolais se soulever pour dire non, voilà, ton mandat est fini, tu dois partir. Donc, moi, je l'ai toujours dit, une phrase qu'on utilise souvent en lingala, pour supporter Kuti Nabiso, peut-être comme ça. Là aussi, je me mets dans ces lots-là. Plutôt, j'allais dire, bah, supporter Kuti Nabango. Parce que c'est ça aussi, les peuples congolais, souvent quand vous dites toutes ces vérités, Quand nous disons tout. souvent, Voilà. on nous prend comme pour des donc on nous considère comme des ennemis, nous n'aimons pas notre pays, nous ne sommes pas des patriotes. Voilà, c'est ça donc la situation. Alors, allons-y seulement. Et, alors, malgré tous ces accords, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Les affrontements d'ici et là, il y a le FARDC qui sont en train de combattre le M23, il y a des accrochages ici et là, quelques territoires récupérés. Je me demande est-ce que vraiment ces accords vont nous faire aboutir à une paix durable. Et là, il y a Ouvira, il y a un communiqué qui est sorti, Ouvira, qui sera, bon, M23 va laisser Ouvira, et qui a fait appel à la communauté internationale de prendre le contrôle, vu qu'il est en train de sortir. Alors, je me demande, est-ce que c'est à lui, c'est M23 de décider sur leur sortie et qui supervise ces sorties? Est-ce que vous pouvez nous aider à nous éclaircir par rapport au processus normalement? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est lui qui contrôle une cité de décider de son sort. Malheureusement, c'est ça. Kinshasa ne contrôle plus Uvira depuis la fameuse fuite des FARDC après des tweets. Selon le ministre Nzangi. Donc, Kinshasa n'avait plus le contrôle de la cité d'Uvira, de la ville d'Uvira, pardon. Et donc, il appartenait au M23 de fixer le sort de la ville. En fait, peut-être que ça ne passe pas bien dans les oreilles de ceux qui soutiennent de plusieurs Congolais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Ok, sortir d'Ouvira, libérer Ouvira et laisser la population entre... Mais c'est juste, moi je pense que c'est... Qui va assurer la protection en attendant, parce que moi je trouve qu'ils devraient d'abord s'entendre et puis qu'il y ait des processus qu'ils quittent et qu'il y a déjà une force qui va, bon, une force neutre. Qui va, oui, justement, mais c'est ce que cherche le M23. Le M23 en écrivant au secrétaire général des Nations Unies, Guterres, a demandé qu'il y ait une force d'interposition neutre qui soit déployée à Uvira. Et donc, moi, je trouve que c'est tout à fait cohérent de leur part. Et surtout, moi, je pense que leur décision de quitter Uvira, c'est une décision vraiment, je ne sais pas les génies qui leur a proposé ça, mais c'est un signal envoyé au monde entier dans ces processus, dans ces différents processus de paix. Le M23, à travers ça, alors je ne sais pas leur stratège, c'est lui qui leur a donné c'est lui qui leur a sufflé ces secrets-là. Ils sont en train de mettre en quelque sorte le régime de Kinshasa dos au mur. Pourquoi? Parce que eux font comme s'ils venaient de faire un premier pas vers la décrispation, vers les dialogues également. C'est tout ce qu'on demande. C'est la première fois qu'ils le font. Récemment, ils ont dit qu'ils vont quitter Uvira et après, on a observé, ils étaient toujours là. Moi, je me demande je n'ai pas d'éléments factuels qui témoignent que les M23 étaient toujours à Uvira. Je n'en ai pas. Et je n'en ai pas non plus. Je n'en ai pas non plus qui témoignent de l'absence. Je n'en ai pas qui témoignent de l'absence ou de la présence des M23 à Uvira. Moi, je me fie à leurs lettres, parce qu'ils avaient émis, ils avaient émis un communiqué annonçant le retrait d'Uvira depuis le 15 décembre 2025. Donc moi, je me fie à ça. En plus, j'avais vu des vidéos. Je ne sais pas s'ils sont revenus ou ils se sont reconvertis en habitants. Moi, je n'en ai pas vraiment des informations. Après, dans leur communiqué, je crois d'hier, hein, ils ont précisé que
ces communiqués-là faisaient suite déjà à la décision du 15 décembre. Donc, dans l'esprit de leur communiqué d'hier, ils étaient déjà sortis à Uvira. Ils avaient déjà laissé Uvira, mais ils continuaient à observer ce qui s'y passerait. Et donc, s'ils ont demandé à ce que l'ONU puisse disponibiliser une troupe spéciale pour aller à Uvira, moi je pense que politiquement, c'est un acte fort, c'est un acte qui met Kinshasa, qui met une grosse pression sur Kinshasa. Parce que le processus, tous les processus qui sont enclenchés ou qui sont déclenchés entre les M23 et Kinshasa de dialogue, de négociation, fixent certains préalables. Et parmi les préalables, là, il y a notamment la décrispation, il y a les actes de bonne foi de part et d'autre. Et parmi ces actes de bonne foi, il y a notamment les cessez-les-feux de la part des M23 et de Kinshasa, mais également la libération des prisonniers politiques. Alors, autant on demande au M23 de se retirer de certains territoires qu'ils contrôlent, autant on demande également à Kinshasa de libérer certains prisonniers politiques. Or, on sent, et c'est là que le M23 est en train de mettre Kinshasa dos au mur ou une grosse pression sur Kinshasa, on sent que le M23 a fait sa part. C'est le message qui fait passer à travers cet acte-là. Et donc, le M23 attendra que Kinshasa fasse également sa part. Si tel n'est pas le cas, on repart sur les mêmes bases. Le M23 rattaque Uvira et reprend Uvira. C'est ça. Donc politiquement, moi je pense qu'ils ont anticipé. Ils ont anticipé et ils ont mis Kinshasa devant un défi. En tout cas, moi, je trouve que c'est la même chanson. Hein. Si vous n'avez pas des preuves par rapport à leur soi-disant sortie, si je peux le dire, récemment, ils ont dit qu'ils ont libéré Uvira. Et voilà, il y a le boss de Wazalendo qui va nous faire entendre que ces Wazalendo sont sortis de Uvira pour éviter un bon destin. C'est qu'ils étaient toujours là. C'est qu'il y a eu... Donc, ils sont toujours là. Alors, je me demande, est-ce que ça ne sera pas une chanson? Est-ce qu'ils ne sont pas toujours là et en train de dire qu'ils vont libérer? En tout cas, c'est là où... Réside votre inquiétude. Voilà. Bon. En tout cas, c'est une situation confuse à Uvira. Parce que même moi, si vous me demandez qui contrôle Uvira, est-ce que la FM23 est à Uvira? Est-ce qu'il n'est pas là? Je ne saurais pas comment vous répondre. Pourquoi? Parce que, tantôt, rappelez-vous, lorsque la FM23 fait une annonce de son retrait de la ville d'Uvira, tout d'un coup, c'est les messieurs là que vous avez cités, hein, qui se fait présenter comme le PCA. S'il vous plaît, PCA de Wazalendo. Donc, il est le président du conseil d'administration. Ah, c'est une administration. Donc, c'est une entreprise de... C'est une administration. Voilà. Tout commence par là. Qui vient, il dit, alors, déjà, nos éléments sont à Uvira. Ouais. Nous attendons aussi les renforts des FARDC pour avancer et repousser les M23, donc les délogés de Bukavu, même à Goma, pour qu'ils rentrent aussi au Rwanda. Ça, j'avais bien suivi. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Tout d'un coup, il revient en disant non, voilà, nos éléments ne sont pas à Uvira. Voilà, vous voyez la confusion. Ouais. De l'autre côté, vous avez vu la FCM23 qui vous dit on se retire, mais tout d'un coup, lorsqu'il y a des bombardements, on cible quelques sites, la FCM23 communique en disant voilà, Kinshasa poursuit avec ses actes criminels en ciblant les zones densément peuplées. Bon, tout le monde peut communiquer ça, même quelqu'un qui est aux États-Unis, sans être à Uvira, peut faire un communiqué s'il a justement les éléments des preuves. Alors la FCM23 ne faisait que communiquer. Alors, ce qui m'a poussé aussi à me poser beaucoup de questions, c'est quand on frappait des drones, des FARDC, les avions de chasse, même à Uvira. Alors je me suis dit, qui a fait ça? Voilà. Là, la FCM23 ne revendiquait même pas ces actes-là. Ils ne les revendiquaient pas. Ça veut dire, bon, comme ils ont dit qu'ils ne sont pas à Uvira, c'est quand même aberrant s'ils revendiquent ces actes-là. Donc il y a une confusion. Même maintenant, je ne sais même pas qui contrôle Uvira. Mais en revenant sur la lettre de Corneille Nangaa adressée au secrétaire général de l'ONU, dans cette lettre, il dit ceci: on va même retirer nos mesures, les mesures qu'ils ont mises en place autour d'Uvira. Parce que l'AFC-M23, selon Corneille Nangaa dans sa lettre, a dit ceci: là où ils étaient autour d'Uvira, et facilement, ils étaient en train de contrôler la situation à Uvira. En dehors d'Uvira, mais ils contrôlent la situation à Uvira. Alors maintenant, là, ils vont lever toutes ces mesures pour dire Uvira n'est plus en sécurité. C'est ça aussi le danger qui est là. N'importe qui peut se réveiller pour se proclamer maître de la ville d'Uvira. On peut même en créer un pays.
facilement. C'est une zone qui était militarisée. Il y avait beaucoup d'armes qui circulaient. Donc, c'est très difficile. Même les petites milices urbaines peuvent aussi se réveiller et dire voilà, aujourd'hui, nous déclarons, comment dire, même l'indépendance, l'autonomie d'Ouvira. C'est possible. Donc, l'AFC M23 en se retirant, moi je crois que oui, il y a un danger qui est déjà qui plane maintenant sur Ouvira. Parce qu'on ne sait pas, même la force là que vous parlez, force neutre, je ne sais pas quoi, cette force ne viendra même pas. Vous allez le voir. Cette force, parce que ça demande moyens, ça demande du temps pour préparer une force. Quels sont ces pays-là qui vont accepter de déployer leurs contingents? Ça demande du temps et surtout une logistique importante. Tout en précisant que la MONUSCO n'est plus à ouvrir. La MONUSCO s'était déjà désengagée dans plusieurs territoires du site Kivu. Donc, si la MONUSCO était là, peut-être elle allait déjà s'installer. Mais la MONUSCO n'est pas là. Alors, est-ce qu'on va amener une force neutre avec la MONUSCO? Je ne sais pas trop. Mais c'est très, très compliqué pour déployer parce que ça demande une logistique. Il faut se rassurer aussi du contexte sécuritaire. Ils ne peuvent pas venir justement comme se réveiller et puis ils viennent là-bas. Non, c'est compliqué. Donc, à Ouvira, c'est une confusion qui règne maintenant là. Si réellement, là je vous rejoins, si réellement la FCM 23 décide finalement de quitter de manière aussi... je dirais, donc, ça soit vrai, voilà, qu'il quitte Ouvira pour aller peut-être à quelques kilomètres de la ville d'Ouvira, mais on va créer un désordre, même là-bas. Parce que si les Ouazalendo reviennent, si les FARDC reviennent, pour la FCM 23, c'est inacceptable. Donc, on crée une confusion et c'est la communauté internationale qui est mise au défi. Pourquoi? Parce que la FCM 23, oui, peut considérer ça comme étant une bonne foi. Et lorsqu'il y aura d'autres représailles, ils peuvent le faire sans qu'on dise encore, voilà, vous exagérez avec vos méthodes là et on risque encore de connaître la même situation vécue à Walikale. Donc c'est une confusion à Ouvira, et bien le combat continue, Fizi, sous les faits, avec le Turuaneo, tout ce qui s'est fait là-bas. L'AFCM 23 aujourd'hui, donc avec sa branche Turuaneo qui ont la possibilité aujourd'hui d'entrer même à Baraka. Baraka qui est l'actuel siège des institutions provinciales. Après Bukavu, c'était Ouvira. Ouvira, aujourd'hui, les institutions sont aussi à Baraka. Les institutions provinciales aussi décident à Baraka. Donc aujourd'hui, l'avancée vers Baraka est aussi une évidence. Et bien, ça fait à ce qu'aujourd'hui, on a encore de quoi s'interroger sur la vraie, donc les vrais résultats de tout ce que vous dites, processus diplomatique, c'est diplomatie agissante. Voilà un peu. Quand tout s'est fait, ça crée des confusions. En tout cas, dans ma tête, je ne sais pas si c'est pour tout le monde cette question. Il n'y a pas longtemps, le président de l'AFC, bon, le coordonnateur de l'AFC en 23, qui a dit que cette année, c'est une année d'action. Il n'y aura pas question de reculer et tout. Et là, on sort, il y a un retrait de... Oui, là c'est un recul déjà. Un recul. Alors, je me demande, en tout cas, qu'est-ce... Mais c'est stratégique. C'est politiquement calculé. Ah oui. C'est politiquement calculé. Tel que j'étais en train de le dire, ils sont en train de mettre Kinshasa au défi. Ils savent exactement que le pas qu'ils viennent de faire, Kinshasa n'y répondra pas. Kinshasa n'y répondra pas comment? Parce qu'eux, ils sont en train d'exiger la libération de plusieurs prisonniers politiques. Ils sont en train d'exiger de Kinshasa les cessez-le-feu. Or, on sait très bien que Kinshasa peut tout contrôler sauf les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont incontrôlables. Et je vous assure que ma principale crainte à moi, c'est que demain ou après-demain, on se réveille avec l'annonce des Ouazalendo à Ouvira. Avec des photos comme ils le font, des vidéos. Et c'est à partir de là qu'ils mettront une fois de plus Kinshasa, qu'ils cloueront encore une fois de plus Kinshasa aux yeux de la communauté internationale. Parce qu'à travers ces communiqués, ils prennent en témoin la communauté internationale. Et donc, si, là d'où ils viennent de partir, si les Ouazalendo y revenaient, ils diront à la communauté internationale, voilà, nous ne cessons de respecter nos engagements, mais eux ne les respectent pas du tout. Et que donc, ils trouveront d'autres arguments d'avancer. Donc, moi, je pense, je ne vais pas dire que c'est reculer pour mieux avancer. J'attends de Kinshasa un peu plus de maturité.
J'attends de Kinshasa un peu plus de maturité pour que, tout aille bien. Mais là, moi, je pense vraiment que c'est stratégique. C'est du génie politique. Et les cessez-le-feu, est-ce que ça concerne seulement Uvira et pas d'autres entités? C'est une question aussi que je me pose parce que, bon, oui, on veut libérer Uvira, mais il y a des affrontements à Massissi, par exemple. Bah, c'est difficile à l'heure actuelle. C'est difficile. Non, mais Laissez le fait. Si vous trouvez un compromis ou si rien cessez les faits entre la FCM23, donc c'est dans toutes les zones, ou sur toutes les lignes de front, que ce soit à Rutshuru, Massissi, au niveau du Sud Kivu, partout. Le cessez les faits, il est aussi général. Mais bon, est-ce qu'il est aussi respecté? Je ne sais pas. Hein. Je n'ai jamais vu un cessez les faits aujourd'hui respecté depuis la résurgence d'IM23. Et les responsabilités, à mon avis, on sait là où elles sont. Donc, c'est facile de dire, voilà, vous êtes responsable de ça, de ça, de ça. Si vous ne il l'êtes faut pas. un mécanisme. Le problème, Ouais, c'est ça aussi. les Le problème. mécanismes de vérification de cesser les feux qui que C'est la pas forcément- CIRGL s'apprête à les mettre en place. Mais qui vérifiera si le cessez-le-feu a été respecté? Même la CIRGL, Si tant est que, non, mais si tant est que chaque belligérant avance de prétexte selon que ça l'arrange. On voit les M23 accuser Kinshasa de violer les cessez-le-feu. Après 2 jours, on voit un communiqué de l'armée congolaise signalant les avancées ou les attaques du M23. Donc, il n'appartient pas aux partis au conflit d'observer l'effectivité du cessez-le-feu. Il faut qu'il y ait un acteur neutre pour les faire. Et voilà pourquoi moi, j'ai plaint cette absence-là, l'absence de cet acteur X capable, n'est-ce pas, d'observer ou de faire respecter les cessez-le-feu. Peut-être la même personne qui l'a assuré, c'est tout près, c'est encore à Kibumba. Ils peuvent le faire. Parce que ça demande. Oui, voilà. Non. Ils ne sont Ils plus, peuvent ils sont pas, Ouais. non mais ils sont plus crédibles. L'EAC n'est pas crédible. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je, une force neutre au vrai sens du terme. C'est-à-dire une force qui soit neutre et aux yeux comment dirais-je, de Kinshasa et aux yeux de M23. Kinshasa n'a cessé de traiter les troupes de l'EAC des complices de M23. Et pendant ce temps, les M23 n'a pas cessé de traiter, par exemple, l'armée burundaise qui faisait partie des troupes de l'EAC proche de Kinshasa. Donc, c'est pas comme ça. Il faut trouver une force qui fasse l'unanimité. C'est un peu comme Donald Trump. Lorsqu'il a mis sur la table Kagame et Tshisekedi, c'est quelqu'un qui avait au moins ces statuts-là de quelqu'un de neutre. Et donc, il faut en tout cas qu'il y ait un mécanisme capable de, pas que de faire respecter, mais au moins de contrôler l'effectivité du cessez-le-feu et de savoir, n'est-ce pas, dénoncer celui qui le viole. Chers invités, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour vos contributions, pour votre analyse, pour votre façon de nous aider à comprendre les actualités parce que ce n'est pas tout le monde, en tout cas, qui comprend facilement. Et là, c'est pour éclairer l'opinion publique. Alors, avant tout, nous allons demander à Gaëta de dire un mot pour clôturer cette émission. C'est un mot de souhait. Je souhaite une année 2026 de paix en RDC. Moins de morts parce que 2025, nous sommes partis vraiment sur des bases très difficiles. Il y a eu beaucoup d'affrontements, des morts. Et donc, je souhaite que l'année 2026 soit tout le contraire de l'année 2025, et politiquement et sécuritairement. En termes de clôture, qu'est-ce que vous pouvez dire, Jenny? Bon, ce que je peux dire, c'est que nous observons tout ce qui se passe. Je réitère encore une fois mon appel au peuple congolais à la prise de conscience. On peut bien vous raconter des histoires, on peut analyser, mais tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, on sera toujours là en train de faire les surplaces. Donc, c'est le peuple qui a les derniers mots. Le peuple peut tout renverser et peut tout changer, tout ce que nous voyons, s'il le veut, tout simplement. Mais comme le peuple
est toujours là, en train d'observer. Nous observons aussi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci toujours d'interagir dans les commentaires. Nous allons vous lire. N'oubliez pas toujours de vous connecter tous les jours sur cette page pour les actualités, pour le décryptage, mais aussi pour les actus chaudes. À très bientôt.